J.D. Vance, il s'est converti, il utilise ce terme-là, en 2019, et c'était le fruit de plusieurs années de réflexion. Il a même écrit de longs textes là-dessus pour dire pourquoi il est devenu catholique. Et il évoque comme raison, justement, la raison. Bonjour Henrik Lindell, vous êtes journaliste à La Vie, magazine chrétien d'information, chef de rubrique Société, et c'est sur J.D. Vance, le vice-président américain, que vous avez bien voulu répondre à quelques questions, et en particulier sur le catholicisme du vice-président américain, sa conversion au catholicisme. Vous pouvez nous présenter cette personnalité méconnue des Français ? J.D. Vance est un homme politique devenu très important en tant que vice-président des États-Unis, où il occupe un rôle beaucoup plus important en tant que vice-président aussi, puisqu'on le voit tout le temps. Parfois, il répond aux questions à la place de Donald Trump lui-même. Donc il est important de savoir un peu qui il est, puisque il sera peut-être un jour le candidat du parti au pouvoir pour se présenter lui-même en 2028. C'est un peu le rôle traditionnel des vice-présidents. Il a la jeunesse, il a l'intelligence, il a aussi la popularité pour. Donc c'est une raison en soi de s'intéresser à lui. Il est catholique en effet, il est catholique converti. Donc J.D. Vance, il s'est converti, il utilise ce terme-là, en 2019, et c'était le fruit de plusieurs années de réflexion chez lui. Il a expliqué lui-même longuement, il a même écrit de longs textes là-dessus pour dire pourquoi il est devenu catholique, et il évoque comme raison justement la raison. Donc il a été convaincu par un nombre de professeurs, d'universitaires et de prêtres qu'il a appris à connaître que l'Église catholique avait une réflexion qui l'attirait beaucoup. Il dit croire en Jésus, mais il n'insiste pas beaucoup là-dessus. Donc il n'est pas comme ces hommes politiques évangéliques qui parlent tout le temps de Dieu, de Jésus, qui mettent en avant leur foi de cette façon-là. J.D. Vance est un autre style, mais pour dire la même chose, donc il est bien devenu chrétien. J.D. Vance est issu d'un foyer extrêmement dysfonctionnel. Sa maman était toxicomane, son père, il ne l'a pas tellement vu quand il était jeune, il a été élevé par sa grand-mère. Il a connu une véritable misère sociale quand il était jeune et adolescent. Ensuite, il a réussi à faire l'armée, il s'est formé à l'université de l'Ohio avant d'intégrer la grande université de droit à Yale, qui est une des meilleures universités au monde. Et puis il est devenu celui qu'on connaît. Mais donc il a un parcours très particulier. Il est né dans un foyer qui était en principe évangélique. Il a ensuite évolué vers l'athéisme avant d'être attiré par le catholicisme. Donc c'est un parcours tout à fait singulier. Sa conversion vers le catholicisme correspond à un phénomène que beaucoup de sa génération on fait aussi. Donc il fait partie de tout disons que plusieurs personnalités autour de lui sont catholiques, ou le sont devenus, et ils sont assez importants au sein de l'administration Trump et au sein du Parti républicain. Ils sont presque tous conservateurs, et donc de droite, comme on dirait en français. Et ils s'intéressent tous beaucoup à la société et pas seulement à l'économie. Ce qui est intéressant avec J.D. Vance, c'est qu'il est, enfin, comment dire, J.D. Vance, il est porteur d'un courant idéologique qu'on peut appeler le post-libéralisme.
Le post-libéralisme est, comme son nom l'indique, quelque chose qui vient après, voire en opposition avec le libéralisme qu'on connaît. Puisqu'il est conservateur, on entend bien qu'il est plutôt conservateur sur les mœurs, etc., mais aussi sur le plan économique. Il critique le libéralisme économique. Donc il est favorable à ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire à une guerre commerciale pour que les États-Unis puissent récupérer des industries qui ont été relocalisées pour que le pays soit réindustrialisé et pour que les Américains se réapproprient leur économie et l'Amérique en général. Derrière, il y a un accent fortement patriotique, on peut même dire nationaliste. Le post-libéralisme est un mouvement idéologique qui est, qu'on qualifie aujourd'hui de droite, puisque c'est la droite américaine qui est au pouvoir, mais il y a aussi des gens de gauche, et même des catholiques de gauche, qui se disent post-libéraux aussi. Hein. Donc c'est un mouvement assez transversal et tout à fait intéressant. J.D. Vance, comme beaucoup d'autres de ces catholiques post-libéraux, disent s'inspirer de la doctrine sociale de l'Église catholique. Ils pensent que leur politique doit refléter la doctrine sociale de l'Église. Et donc, par exemple, rehausser les salaires des travailleurs les moins bien payés, mener une politique qui stimule la venue des enfants, on peut dire une politique nataliste, une véritable critique sociale en fait contre la société inégalitaire qu'on trouve aussi chez J.D. Vance. Donc on ne peut pas le réduire à ce personnage, à cette droite chrétienne qui ne s'intéresse qu'aux mœurs, mais qui a une critique profonde de la société contemporaine. Comment est-il perçu aux États-Unis? En France, certains ont remarqué sa visite au Groenland, mais ne savent que ça de son action politique. Comment est-il perçu par la société américaine? Vous qui avez couvert les élections, avez beaucoup séjourné aux États-Unis. Je pense qu'il est assez populaire, hein. Mais c'est ce que je pense. C'est difficile à évoluer. Hein. Le fait même qu'on s'intéresse à un vice-président, à ce stade-là, on est tout au début du mandat du président Trump. Donc le fait même qu'on s'intéresse à un vice-président est remarquable. Je pense qu'il est assez populaire. Je pense aussi qu'il exaspère nombre de ses contemporains. Il peut avoir des paroles agressives et idéologiquement marquées contre la gauche, contre le mondialisme, contre la globalisation, contre le monde, les étrangers, il est contre l'immigration, bien sûr. Bon. Et donc, il est populaire parmi les siens, il est très impopulaire, même détesté par les libéraux, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire la gauche. Et il y a quelques temps, J.D. Vance a cité la référence de Saint-Augustin, l'ordo amoris, l'ordre de l'amour, qui est un parallèle à l'ordre du salut chez Augustin. Et ça a suscité la réaction du pape François. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce propos du vice-président américain? Je pense que c'est un malentendu et un débat théologique. Le malentendu, c'est que J.D. Vance, il passe son temps à parler des gens ordinaires, du bon sens. Et là, il s'est aventuré, bêtement je dirais, dans la théologie. Il a envoyé un tweet, c'est-à-dire un message sur le réseau social d'Elon Musk qui est X, où on publie souvent des mots un peu trop rapides. J.D. Vance a dit que l'ordo amoris, c'est s'occuper des siens, de ses proches, de sa famille, des gens de ses collègues, par exemple, ou des amis, et ensuite de la nation. Et seulement après,
les migrants. Et faire de cette idée-là, de la théologie chrétienne, c'est déjà très difficile. Mais il a effectivement utilisé ce terme-là, ordo amoris. Le pape François n'était pas content, les évêques catholiques non plus, mais le pape François, il a carrément pris la plume, il a écrit une longue lettre aux évêques catholiques, qui est en soi inédit pour un tel propos polémique prononcé dans le débat politique. Le pape François a répondu en disant que l'ordre de la charité, le vrai ordre de la charité, c'est plutôt de s'inspirer de l'exemple du bon samaritain. C'est aider d'abord celui qui a besoin d'aide, indépendamment de ses origines, de son identité, de s'inspirer du bon samaritain. Donc. Beaucoup de théologiens et de philosophes, donc très conservateurs, ont pris la défense de J.D. Vance pour dire qu'en fait, le bon sens, c'est aussi chrétien, in fine. Et quand on a une grande vague de personnes immigrées, dont personne ne s'occupe en vérité, qui n'ont pas leur papier en ordre, il faut s'en occuper parce que sinon ça crée le désordre dans la société. On peut justifier cela, peut-être pas chrétiennement en fonction de ce qui est écrit dans la Bible, mais bon, on peut en discuter. Mais certainement, en regardant l'histoire de l'Église, vous trouverez toujours un penseur parmi les pères de l'Église pour justifier telle ou telle idée, tel ou tel propos. Mais cette polémique illustre un clivage qui est à la fois dans l'Église catholique, mais qui est aussi dans l'Église catholique aux États-Unis, mais qui est aussi entre l'Église catholique des États-Unis et le pape. Le pape François est perçu comme quelqu'un qui est trop libéral, trop à gauche, qui s'intéresse trop aux migrants, qui ne s'intéresse pas assez à l'Occident, à notre identité chrétienne. Et on voit à travers J.D. Vance et d'autres jeunes hommes, surtout des hommes d'ailleurs, entre parenthèses, un peu ambitieux, qui disent s'inspirer de la doctrine sociale de l'Église, etc., ils ont d'autres références. Et les évêques catholiques sont, pour la plupart d'entre eux, embêtés par rapport à ce genre de polémique. Parce que l'Église catholique aux États-Unis est une Église en perte de vitesse, c'est une Église qui perd des fidèles. Et quand cette Église gagne des fidèles, si j'utilise ce langage-là, ils sont presque tous conservateurs, ou en tout cas pas du tout dans la ligne du pape François. Là, je généralise, on trouvera énormément d'exceptions à ce que je viens de dire. Mais si vous voulez, pour un converti aux États-Unis, un converti qui va vers l'Église catholique, il y en a 6 qui sortent tous les ans. Et ceux qui viennent donc, ils ne sont pas tout à fait comme beaucoup d'évêques qui ont peut-être une autre vision des choses, qui ont peut-être la vision de Joe Biden, qui avait une vision plus conciliante, par exemple, par rapport à l'évolution des mœurs, par rapport à l'avortement, par exemple, qui est toujours la question clivante aux États-Unis. Les choses changent. Et ces changements sont paradoxaux. Le pape François est au bout de son mandat. J.D. Vance, le catholique, au début du sien. Pour conclure, à quoi vous entendez-vous de la part du vice-président américain J.D. Vance à l'avenir? Tout le monde se pose cette question. Parce que la question porte aussi sur Donald Trump. Est-ce qu'il va vraiment partir en 2028? S'il part en 2028, J.D. Vance est aujourd'hui le candidat naturel à sa succession. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je m'attends à ce que J.D. Vance change la politique de Trump. Aujourd'hui, il est le numéro 2, donc il s'adapte à Donald Trump. Ses idées ne sont pas toujours les mêmes, on le sait déjà aujourd'hui. Et quand on étudie un peu le parcours
de J.D. Vance, on se rend vite compte qu'il a plutôt un profil d'intellectuel, en tout cas par rapport à Donald Trump, n'est-ce pas? Et il a un profil de quelqu'un qui réfléchit, qui est structuré dans sa pensée. Et il est en train de structurer le Parti républicain en ce moment. Et il est aidé par beaucoup d'idéologues autour de lui, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de responsables de ce parti. Donc il a toutes les cartes dans sa main pour s'imposer en 2028. Mais ça, c'est seulement si Donald Trump accepte effectivement de laisser sa place. Merci Henrik Lindell pour cet éclairage sur le vice-président américain et la vie politique américaine. On vous retrouve dans La Vie et sur Radio Notre-Dame. Merci beaucoup.